La blessure de rejet, c'est quand on ne se sent pas à sa place et qu'on finit par se rejeter soi-même. C'est-à-dire qu'on se fait vivre soi-même du rejet et ça c'est vraiment inconscient. On s'en rend pas compte si justement au quotidien on le travaille pas, on le remarque pas, on porte pas son attention dessus. Ça peut très très facilement passer inaperçu. La différence entre la blessure de rejet et la blessure d'abandon, on va commencer par ça. C'est que par rapport à l'abandon, c'est qu'en fait on néglige nos propres besoins et nos propres valeurs par peur du vide. On s'oublie pour pas être seul en fait. C'est-à-dire on va privilégier les besoins des autres, les valeurs des autres, etc. pour ne pas se retrouver seul ou pour ne pas perdre le lien, pour ne pas se sentir abandonné. Tandis que la blessure de rejet, c'est un jugement constant de soi. Et c'est aussi à la fois une hypervigilance au jugement des autres. C'est-à-dire que dans notre tête, c'est qu'on se dit je ne suis pas assez bien et on va me rejeter. Donc en résumé, l'abandon c'est de l'autonégligence et de la peur d'absence. Et le rejet c'est donc de l'auto-jugement par peur du non-accueil de l'être. C'est-à-dire qu'on vous accueille pas comme vous êtes. Voilà. Donc, je vais vous parler d'où vient la blessure de rejet. C'est des expositions plutôt répétées justement au non-accueil de ce que vous étiez certainement du coup beaucoup dans l'enfance. C'est pas sur ce que vous avez fait, mais c'est sur votre être quoi. C'était peut-être des critiques sur vous ou des choses comme ça. Ça vient des parents critiques, c'est-à-dire des parents qui vous font ressentir que vous n'êtes pas assez bien, ou alors que vous les décevez, ou que vous devez être à la hauteur. Il y a aussi le côté des parents perfectionnistes, des parents peut-être qui pouvaient être même élitistes. J'ai des personnes que j'accompagne par exemple, leurs parents voulaient le meilleur pour elles, donc les meilleures écoles, les meilleurs machins, etc. Et puis inconsciemment ça crée une pression et puis ça crée aussi que on doit être à la hauteur et que si on se plante, on se trompe, on rate, du coup on n'est pas une bonne personne, on n'est pas valable en tout cas aux yeux de nos parents. Et du coup on grandit un peu comme ça avec cette idée que je dois être parfait, que je dois performer et que je dois être à la hauteur, etc. Et que si on échoue, on n'est pas une bonne personne ou on n'est pas valable, on n'est pas légitime quoi. Il y a aussi peut-être ça peut être des problèmes un problème de rejet social dans l'enfance aussi, avoir été mis à l'écart, avoir subi par exemple une forme de harcèlement, des moqueries. Donc ça a pu provoquer une blessure de rejet en vous. Ensuite, il y a aussi quand il y a eu des comparaisons, c'est-à-dire que les autres ils étaient toujours meilleurs que vous. Il y a quelqu'un en particulier qui devait peut-être être meilleur que vous. Dans plusieurs domaines ou dans un domaine, ou en tout cas vous vous sentiez jamais assez bien et jamais assez valorisé. Et donc en fait, suite à tout ça, à tous ces schémas dont je vous parle, c'est que en tant qu'enfant, on conclut que si je suis moi-même, je ne suis pas aimée et il vaut mieux m'effacer que déranger. Voilà. Donc les résultats, c'est qu'on se coupe d'une partie de soi pour survivre émotionnellement. Et donc ça a des conséquences qu'on va voir. C'est que il y a du coup un impact assez important à l'âge adulte, parce qu'à l'âge adulte, en fait, en vivant des vies d'adultes, on se rend pas compte des interactions nécessairement qu'on a avec les autres, etc. Et puis surtout aussi, on se rend pas compte de la portée de ces schémas-là sur nos relations, parce que c'est très puissant et notre inconscient, si on ne travaille pas, qu'on conscientise pas, qu'on n'essaye pas de réajuster des choses, ça peut nous faire rejouer des choses dans nos relations, et ça on va le voir tout à l'heure. Donc l'impact à l'âge adulte, c'est déjà, il y a un impact sur la confiance en soi, nécessairement, si vous avez l'impression de jamais être à la hauteur, que si vous avez peur de faire les choses, vous avez peur en fait d'échouer derrière, etc. Forcément vous n'allez plus oser mettre en place des choses. Donc il y a une insécurité intérieure permanente, il y a un sentiment d'imposteur chronique, il y a une honte d'exister, il y a une peur de se tromper. Alors j'ai noté aussi que par rapport à la peur de se tromper, il y a une forme aussi de pas bien faire les choses ou de pas les faire parfaitement, la procrastination. C'est-à-dire que si vous avez tendance à procrastiner parfois par rapport à certaines choses, c'est qu'il y a des peurs derrière,
Et parfois, quand c'est s'exposer au monde, créer quelque chose qui va être vu, etc. Et bien en fait, derrière cette peur, derrière cette procrastination, en fait, il y a ces peurs et ça vient de la peur de rejet. Voilà. Ensuite, il y a une hypervigilance constante aussi, c'est-à-dire que on scanne les jugements et on anticipe le rejet. Donc, souvent ceux qui ont la blessure de rejet, ils ont une forme de finesse dans l'observation des comportements des autres, dans leur non-verbal, etc. Parce que justement, ils sont très sensibles au rejet. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi qu'on a une vie masquée. Alors ça, c'est pas évident à voir. C'est qu'on joue un rôle et on cache sa vraie personnalité. Pour ne pas décevoir et pour se sentir être à la hauteur des autres, on va avoir tendance à faire plein de choses pour ne pas être jugé, pour ne pas être rejeté ou si on fait pas certaines choses, c'est parce que on veut pas les mettre à l'appréciation du monde. Donc du coup, on n'est pas complètement soi-même quand on a une blessure de rejet. En tout cas, on se l'autorise pas assez. Ensuite, il y a aussi une solitude paradoxale, c'est-à-dire chercher l'amour mais le repousser par méfiance. Donc ça, c'est quand, par exemple, on va vous faire des compliments et que vous allez minimiser les choses. Ça me gêne ou que vous allez porter votre attention sur autre chose quand on va vous faire un compliment. Voilà, peut-être que vous vous reconnaissez dans ces petits comportements-là. Mais ça, ça vient de là aussi. Ensuite, la blessure de rejet, elle peut créer aussi une fatigue émotionnelle. Alors ça, c'est à cause du perfectionnisme toxique. Et donc ça peut mener au burn-out intérieur. Alors je m'explique. Ça arrive souvent, même dans les burn-out tout court. On en fait beaucoup trop pour pas avoir une mauvaise image auprès des collègues, auprès des chefs, auprès des clients. Et donc en fait on en fait parce que du coup on a ce côté perfectionniste, parce qu'il faut surtout pas rater, il faut surtout pas se tromper. Et donc du coup, à force d'être en sur-régime, à un moment donné, c'est le corps qui lâche, le côté psychique qui lâche et un bon matin on peut se lever en pouvant plus se lever, quoi. C'est arrivé à beaucoup de personnes, ça. Et donc ça, c'est souvent qu'on attend toujours, en fait on veut toujours être à la hauteur des attentes des autres pour pas être jugé et pour pas être rejeté ou mis à l'écart. Et donc finalement on se rejette nous-mêmes parce qu'à un moment donné finalement c'est notre bourreau intérieur, hein, on va le voir, on va en discuter, mais c'est notre bourreau intérieur qui se juge à chaque moment où on va faire trop, quoi. Voilà. Ensuite, donc la traduction dans le concret de cette blessure de rejet, à l'intérieur il y a de l'auto-rejet et puis il y a une pression intérieure qu'on se met. Il y a une voix critique qui nous parle souvent, c'est je suis nulle, je mérite rien, ou je mérite pas, ou ouais je suis pas assez. Ensuite il y a le perfectionnisme, donc si ce n'est pas parfait, je ne montre rien. Alors j'ai une petite anecdote à vous raconter. Dans mes débuts de coaching, moi j'ai fait un peu des formations pour développer mon entreprise et il y avait beaucoup de coachs qui n'osaient pas publier ce qu'ils avaient envie de publier parce que ils passaient la journée en fait à refaire leur texte, à les réécrire et en fait finalement ça les empêchait de faire, ça les empêchait de pouvoir se partager au monde, etc. Et du coup voilà, c'est par exemple, c'est un des exemples par exemple du perfectionnisme. Ensuite, moi j'ai même des clients aussi, des personnes que j'accompagne qui parfois ont des rêves, ont des projets et se sentent pas à la hauteur du projet, donc ne démarrent rien du tout et s'empêchent de faire. Donc il y a aussi, vous voyez le lien avec la confiance en soi dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi un sentiment de décalage, l'impression qu'on rentre nulle part. Alors ça c'est qu'on a tendance un peu du coup à s'isoler des autres pour pas se mettre à la merci des autres entre guillemets et vivre cette blessure de rejet. On va se mettre à l'écart des autres. On va éviter de trop se mélanger, de trop se montrer. Aussi la peur panique de déranger, donc il vaut mieux être invisible. Donc souvent, alors le lien que je ferai avec Lise Bourbeau, parce que il y a Lise Bourbeau qui a écrit du coup les 5 blessures de l'âme.
C'est que elle parle du physique, par exemple, quand on a une blessure de rejet, elle parle du fait que les personnes sont très 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 minces, parce qu'en fait on disparaît, on veut pas trop, il faut pas trop qu'on nous voit. Voilà, ça arrive que les personnes en fait qui ont des blessures de rejet très fortes puissent être très 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 minces. Voilà. Donc ensuite, à l'extérieur, comment elle se manifeste à l'extérieur de nous, cette blessure de rejet? Donc en fait, on va attirer et valider des personnes critiques. C'est-à-dire que on va avoir tendance à se retrouver en lien avec des personnes qui vont justement être beaucoup dans le jugement, qui vont nous refaire vivre cette blessure qui vient de l'enfance ou qui vient du passé, en tout cas. En fait, c'est une zone de confort, hein, c'est un peu ce que j'explique toujours dans mes lives par rapport à n'importe quelle blessure. C'est que quand on a des blessures anciennes, on est dans une forme toujours de zone de confort, alors qui est pas confortable, parce que justement, en général, quand on va pas bien ou que ça va pas, c'est que justement, c'est pas confortable, mais le truc, c'est que c'est connu par notre cerveau. Donc, notre cerveau, et puis il y a aussi que c'est un raccourci, une autoroute neuronale qui fait que le cerveau va avoir moins besoin d'énergie et moins besoin de dépenser, donc il va au plus court. Donc, quand on a une blessure de rejet, c'est vrai que on a l'habitude en fait d'être dans ce monde-là, de peut-être des fois des moments critiqués ou rejeter les autres, ou d'être critiqué et d'être rejeté, et donc du coup ça nous choque pas. Et donc voilà. Donc après, dans la blessure de rejet, donc à l'extérieur, donc par rapport à nos relations, c'est qu'on va aussi quitter avant d'être quitté. Donc on va peut-être avoir tendance à quitter dès les premiers signes de distance du partenaire. Après, par rapport à la blessure de rejet aussi, moi j'ai un phénomène que j'ai remarqué par exemple, c'est que il y a des fois des personnes qui pensent pas forcément à nous appeler, à nous donner des nouvelles et tout ça. Bon, il y a la blessure d'abandon, on va se sentir un peu délaissé, voilà. Mais il y a aussi quand on a la blessure de rejet, je pense qu'il y a l'idée que on a fait quelque chose de mal, ou que l'autre a fait quelque chose de mal vis-à-vis de nous. Il peut y avoir en fait cette idée-là. Donc on va avoir tendance à laisser tomber la relation sans explication, sans vérifier que il y a du rejet vraiment réel, quoi. Ensuite, on va avoir tendance parfois aussi à rejeter en premier, c'est-à-dire je te rejette avant que tu me rejettes. Donc ça, c'est des personnes souvent qui vont se positionner un peu direct en mode bourreau pour faire fuir un peu les personnes, et puis qui testent un peu la relation, voir si en retour elles sont rejetées ou pas. Et il y a aussi une difficulté à recevoir l'amour. Donc par exemple, on va faire de l'ironie face à des compliments. On va avoir du mal à accepter les cadeaux. Ça c'est les signes à l'extérieur d'une blessure de rejet. Après, il y a aussi niveau professionnel et niveau aussi de notre visibilité. C'est qu'il y a déjà les personnes qui ont les blessures de rejet. Bon alors, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais honnêtement, les blessures en fait de l'âme, là, de Lise Bourbeau, on les a toutes, sauf l'humiliation, on l'a pas tous, l'humiliation. Mais en vérité, on a tous des blessures de rejet. Après, elles sont plus ou moins fortes, et après, elles nous mettent plus ou moins de handicap dans notre quotidien par rapport à nos relations, par rapport à notre vie pro. Donc, parmi les syndromes les plus connus des personnes qui ont une blessure de rejet ou une peur du rejet, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, mes réussites ne comptent pas, ou je suis pas assez à la hauteur, ou je ne suis pas légitime. Voilà, donc ça c'est vraiment typique d'une blessure de rejet, parce que on a peur du jugement des autres, on a peur d'être rejeté par les autres parce qu'on fait pas bien les choses. Je vais vous donner quelques exemples du coup. Alors je vais vous donner le comportement par rapport à la vie pro et la visibilité, et l'exemple en face. Donc il y a le comportement d'invisibilité choisi. Par exemple, c'est les personnes parfois qui se rendent invisibles sur les réseaux sociaux. Alors évidemment qu'on n'est pas obligé de raconter sa vie sur les réseaux sociaux, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes, pour pas être jugées ou pour pas être exposées au monde justement par peur de ce rejet,
qui vont, par exemple, faire des comptes anonymes ou voilà, ou très discrets ou voilà. Ensuite, il y a aussi l'auto-sabotage. Donc, par exemple, sans le vouloir, on va saboter certaines choses. On va saboter, par exemple, une présentation. On va mettre en échec un moment où on devait être en lumière. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Et alors, ça, je vais vous parler d'un truc qui arrive ça très souvent et beaucoup dans notre société. C'est qu'il y a le people pleasing extrême. C'est-à-dire que on dit oui à tout pour ne pas déplaire. Donc ça aussi, c'est un symptôme de la peur du rejet parce que sinon, on dirait tout simplement non et du coup, il y aurait pas de peur et puis ce serait ok en fait. On va parler des 7 comportements principaux concrets liés à la blessure de rejet. Donc le numéro 1, c'est l'autocensure. C'est par exemple ne pas parler en réunion parce que sinon je vais me ridiculiser. Ça c'est quelque chose que je vois mais hyper fréquemment. Cette peur de prendre la parole en public parce que on sait pas ce que vont penser les autres, parce qu'on a peur d'être ridicule, parce qu'on a peur de pas savoir se défendre si on vient peut-être à nous attaquer sur un sujet. Voilà, parce que c'est vrai que le fait de s'exposer amène forcément aussi un appel pendant une réunion à ce qui va toucher aussi forcément les autres. Donc c'est vrai que les autres aussi peuvent projeter leurs blessures sur vous au moment où vous vous mettez en lumière parce que vous allez parler devant quelqu'un. Ou moi j'ai des personnes qui font du chant par exemple, ou voilà. Donc c'est vrai que ça expose, mais du coup on a tendance à s'auto-censurer et à éviter les choses qui vont nous exposer pour ne pas être jugé. Ensuite le numéro 2, donc il y a le fameux perfectionnisme dont je vous ai parlé. Donc c'est le fameux ça doit être parfait. Donc le perfectionnisme un peu pareil que l'autocensure, c'est qu'il nous empêche de démarrer des choses, il nous empêche de voilà, ça c'est comme si ça nous retenait parce que on se dit non mais de toute façon ce que je vais faire c'est nul donc je le fais pas. Et donc du coup c'est comme ça parfois qu'on peut passer même à côté de plein de choses passionnantes dans une vie parce qu'on ne s'autorise pas justement à mettre des choses imparfaites dans le monde. Ensuite numéro 3, il y a la comparaison constante. La comparaison constante c'est cette personne-là elle réussit tout et moi je réussis rien. Voilà, c'est quand on a tendance à avoir un sentiment d'infériorité par rapport aux autres, qu'on se sent moins bien que les autres. Ensuite, il y a numéro 4, c'est l'invisibilité stratégique comportementale. Donc c'est quand on évite les soirées, on se montre pas. C'est les personnes qui vont se dire souvent moi je suis plutôt solitaire, moi le monde ça me fatigue, etc. Alors il peut y avoir plein d'autres causes, il peut y avoir aussi de l'hypersensibilité, il peut y avoir, enfin voilà. Mais dans la blessure de rejet, souvent un peu c'est ce qu'on vit. On n'a pas trop envie de s'exposer au regard des autres et à rencontrer d'autres personnes. Moi j'avais des personnes par exemple qui pouvaient sortir en soirée avec des amis ou plein de personnes et qui se sentaient très mal à l'aise au milieu de toutes ces personnes là qui savaient pas quoi dire, que ça paniquait en fait cette peur du rejet. Voilà. Ensuite il y a le fameux people pleasing, donc ça je vous l'ai expliqué, c'est dire oui à la place de non. Il y a aussi l'hypervigilance, donc pareil, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quand on est vraiment très à l'écoute et très sensible au moindre ton différent, au moindre regard différent, voilà, et que ça vient beaucoup nous toucher. En fait, moi ce que j'ai envie de dire, c'est plutôt par rapport à la blessure de rejet, parce que bien souvent, honnêtement, moi, les personnes que j'accompagne, ce qu'elles voient et ce qu'elles interprètent, etc., souvent c'est très juste. Mais du coup, ça les atteint au-delà de ce que ça doit les atteindre, en fait. Voilà, c'est d'ailleurs sur ça souvent qu'on travaille. Ensuite, il y a aussi donc l'auto-sabotage, donc ça j'ai expliqué, ça peut nous mettre dans des parcours de vie où on échoue, c'est là où on voit parfois des personnes brillantes échouer parce qu'elles se sentent pas, elles se sentent pas légitimes, parce qu'elles se sentent pas de montrer qu'elles performent au monde, etc. Voilà, donc ça c'était les comportements de la blessure de rejet. Je vais prendre ma deuxième feuille. Ensuite, donc, on va parler des conséquences et des pièges de cette blessure.
Donc on va parler d'abord en interne. En interne, à l'intérieur de soi, ça va provoquer ce qu'on appelle un triangle de Karpman interne. Donc déjà, c'est vrai que j'ai pas donné de notion, je vais donner une notion de triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est que c'est 3 postures différentes qu'on prend dans une relation toxique. Et ces postures-là, c'est victime, sauveur et bourreau ou sinon persécuteur, on peut dire aussi. Voilà, il y a les 2 termes qui sont appropriés. Et donc systématiquement, quand on est dans une de ces 3 postures, ben on est dans le toxique. On n'est pas dans quelque chose de sain. Parce que la posture saine, en fait, c'est la posture adulte. Alors tout ce dont je suis en train de vous parler là, ça, c'est de l'analyse transactionnelle. Donc si jamais vous avez envie de faire un peu plus de recherche sur le triangle de Karpman, l'analyse transactionnelle et tout ça, ben faites-le. Mais en tout cas, voilà. Donc je vais vous parler un peu de comment ça se manifeste à travers le triangle de Karpman, cette blessure de rejet. Donc d'abord, dans le triangle de Karpman interne, donc ça veut dire nous vis-à-vis de nous-mêmes, on va être parfois en mode victime. On va se dire nous-mêmes, je ne suis pas assez. On va être triste parce qu'on va pas se sentir assez. Ensuite, il va y avoir le mode sauveur. C'est je dois prouver, je dois faire mieux. C'est-à-dire qu'on est toujours, on va au-delà, en fait, même peut-être de nos limites, etc. On se donne une mission de se prouver. Et ensuite, en mode persécuteur, donc dit bourreau, c'est je suis nul. Voilà, c'est quand toutes les fois vous vous dites ah ben je suis nul, ça je sais pas faire, etc. ou que vous vous rabaissez vous-même, ben ça c'est une blessure de rejet que vous êtes en train d'exprimer de vous vis-à-vis de vous-même. Ensuite, il y a le triangle de Karpman externe. Donc là, c'est ce qu'on va rejouer par rapport à la blessure de rejet dans nos relations. Donc là, le mode victime, ça va être personne ne me comprend. Donc on va se sentir vraiment à part des autres et on va se sentir subir les autres qui ne nous comprennent pas. Il y a le mode sauveur, c'est je dois être parfait ou parfaite pour mériter ma place. Donc on se met des challenges, on se met une pression pour être à la hauteur aux yeux des autres. Et donc il y a le mode persécuteur. C'est quand on dit des autres qu'eux ils ne valent rien. Ou qu'on les juge, ou qu'on les rejette, ou que nous-mêmes on les critique, ou alors quand les autres, justement en externe, ça peut être aussi inconsciemment ce schéma-là parfois qu'on choisit, quand on reste avec un partenaire qui passe son temps à nous critiquer. C'est-à-dire que le partenaire qui va nous critiquer, il est en train de nous faire revivre cette blessure de rejet. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, justement, c'est pas confortable, mais c'est notre zone de confort. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail à faire derrière quand on a une blessure de rejet, parce qu'on va avoir tendance à plutôt être attiré ou en tout cas rester par les personnes qui vont être dans la critique et dans le jugement, plutôt que les personnes qui vont fonctionner de façon juste avec nous. Voilà. Ensuite, les pièges majeurs donc de cette blessure de rejet, c'est le burn-out émotionnel à cause du perfectionnisme. Donc vouloir être à la hauteur, ne pas être jugé si ce n'est pas parfait, se juger soi-même, pardon, ce soir j'ai du mal, je suis désolée. Et il y a aussi donc le deuxième piège majeur, c'est que les relations du coup elles restent qu'en superficie, parce que c'est impossible d'être authentique quand on a une blessure de rejet, vu qu'on se cache, on veut pas montrer qui on est, on veut pas s'affirmer comme on est, on veut pas s'assumer comme on est, parce qu'on a trop peur d'être rejeté. Donc on va donner qu'un bout de soi dans nos relations, et souvent c'est ce qui arrive aussi dans des relations même amoureuses aussi, c'est que on va donner toute la partie qui va faire plaisir à l'autre, et puis la partie peut-être qu'on pense que la personne va juger ou rejeter, on la met de côté un peu. Donc c'est ce qui fait que parfois des relations elles durent beaucoup plus longtemps que ce qu'elles devraient, parce qu'à un moment donné quand même il y a une part aussi qu'on étouffe, qui reste, et puis au bout d'un moment on peut plus non plus parfois les retenir, c'est par là. Voilà, donc ça c'est par rapport aux relations superficielles. Ensuite il y a aussi la solitude qui est renforcée. Donc c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à se mettre un peu en retrait, à pas croire les compliments, ou à pas vraiment les ressentir vraiment comme étant faisant partie de nous, en tout cas d'un cadeau qu'on nous fait. Voilà, et donc d'être dans le rejet aussi de l'amour, des compliments, etc.
Et voilà, et puis aussi on s'expose pas par rapport à cette solitude renforcée, on évite du coup d'être au contact de trop de monde, etc. parce que il y a quelque chose qui fait qu'on a vraiment peur d'être jugé. Ensuite, il y a aussi la répétition toxique. Alors là, on entre dans un peu plus sur quelque chose qui fait le lien avec mon domaine, c'est qu'on attire toujours les mêmes partenaires. Alors, soit des partenaires critiques, soit des relations distantes. Il y a aussi par rapport au travail, il va y avoir on va tomber sur des chefs exigeants, on va rester dans des boulots où on se sent pas assez bien, ou peut-être que tout court, même sans qu'on nous le fasse sentir, nous on va se sentir jamais assez bien, jamais assez à la hauteur. Voilà. Et donc ces schémas-là, ces répétitions toxiques qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va aller, on va se challenger, on va rester absolument dans un endroit où on n'est pas bien, etc. Ou avec des personnes avec qui on n'est pas bien. C'est que ça confirme ma blessure et puis ça confirme toutes les croyances qu'il y a derrière cette blessure. Ensuite, donc on va parler des bénéfices d'un travail réussi sur la blessure de rejet. Donc au niveau émotionnel, ce que ça va apporter, c'est que ça va apporter de la stabilité, un accueil serein des critiques. On sait mieux faire la part des choses aussi, c'est-à-dire entre la critique qui va être constructive et la critique qui va vraiment viser juste pour qu'on s'en prenne plein la poire, en fait, juste pour qu'on se sente rejeté. Ça apporte une sérénité parce qu'on n'a plus peur en fait de s'exposer au monde, on n'a plus peur de pas plaire à tout le monde, tout simplement aussi. Donc ça apporte aussi sur l'estime de soi, c'est-à-dire que du coup il y a plus d'authenticité, parce que quand on a réussi à s'exposer à cette peur du rejet, et que finalement on a vu qu'il n'y avait pas de drame derrière nécessairement, du coup on va de plus en plus prendre confiance en soi, et puis que on va se sentir plus aligné, aligné avec nos valeurs. Parce que finalement on vit plus, il y a cette histoire de dépendance affective aussi derrière, c'est qu'on vit plus en fonction du regard des autres, mais on va vivre en fonction de notre propre regard à nous, de nos propres valeurs, et donc comme je disais tout à l'heure, de façon alignée avec nos valeurs. Et puis aussi on va donc oser ses désirs sans culpabilité, et donc ça, oser ses désirs sans culpabilité, ça c'est clairement la confiance en soi. Donc la blessure de rejet comme conséquence, c'est qu'elle sabote notre confiance en nous complètement. On est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on n'ose plus rien faire par peur d'être rejeté. Ensuite, au niveau professionnel, ça va apporter pareil de la confiance en soi au niveau professionnel et accepter de recevoir des compliments. Par rapport à la relation, c'est qu'on va être plus tolérant du coup, parce que c'est vrai que il y a quelque chose dont je me suis pas vraiment attardée dessus, mais quand on a vécu ou qu'on vit une blessure de rejet qui est encore active, donc on a cette fameuse peur du rejet, mais on va pas se rendre compte que nous aussi on va reproduire ça vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que si on est critique beaucoup vis-à-vis de nous-mêmes, on va forcément attendre des autres qu'ils soient comme nous, quoi. C'est-à-dire qu'ils soient à la même hauteur que nous, ou parfois ça va donner des trucs dans lesquels j'ai raison ou t'as tort, même si justement dans la blessure de rejet on le dit pas forcément, mais on peut le penser justement et sans s'exprimer et sans rien dire, par peur qu'on nous rejette pour notre propre opinion. Voilà, donc quand on travaille sur la blessure de rejet, ça permet d'avoir plus de tolérance et une acceptation mutuelle. Ça donne aussi un travail réussi de la liberté, c'est-à-dire qu'on se met à vivre sans porter des masques, on se met à vivre sans se dire tant pis, en se disant tant pis si la personne elle me rejette, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes valeurs, ou c'est pas, mais bon c'est pas grave en soi. Si c'est par rapport au travail, on va se dire à un moment si c'est trop ou que que je me sens trop, par exemple, jugée, que mon chef exige trop de moi, qu'il me fait sentir pas à la hauteur, etc., etc. Quand on guérit une blessure de rejet, en fait, on reste plus dans des relations comme ça et dans des triangles de Karpman comme ça, parce que c'est ça qui induit aussi le triangle de Karpman. Voilà. Donc à la fin, quand on a fait un travail accompli sur une blessure de rejet, c'est qu'on devient un adulte conscient
qui s'accueille avec douceur et qui accueille aussi au mieux les autres. Voilà. Et donc par rapport à cette blessure de rejet, ben par rapport au couple, c'est des schémas qui peuvent s'instaurer dans le couple. Comme moi j'appelle ça souvent, enfin les personnes que j'accompagne elles le savent, j'appelle ça les balles de ping-pong. C'est-à-dire que ben toi t'es comme ci, ben toi t'es comme ça, etc. Et ça s'arrête jamais. Et en fait c'est deux blessures de rejet qui se parlent. Et donc ben effectivement il y a à travailler dessus et c'est comme ça aussi qu'on peut savoir si notre relation parfois on y reste ou pas. C'est que déjà d'avoir bossé sur la nôtre de blessure de rejet et de revenir à quelque chose de sain nous permet de voir en face si c'est quelque part si on induit quelque chose dans la relation et le fait qu'on n'induise plus et qu'on se comporte différemment, qu'on se mette plus dans le triangle de Karpman fait que les choses s'arrangent. Ou si vraiment ben malgré le fait qu'on ait travaillé sur cette blessure de rejet et qu'on voit les choses sous un autre angle différemment, et ben l'autre continue quand même à nous faire jouer à ce jeu-là, hein, parce que c'est quand même le jeu psychologique aussi, la blessure de rejet. Alors c'est vrai que j'avoue tout est un peu mélangé entre le triangle de Karpman, les blessures, mais en fait tout est lié, tout est profondément lié, donc c'est pour ça que j'ai parlé un peu de tout ça. Et donc quand on a tendance à aller dans des relations dans lesquelles l'autre va être critique et c'est systématiquement un peu la punition qu'on a à chaque fois au bout d'un moment dans nos relations, ben il y a un travail à faire, parce que le travail à faire c'est nous déjà sortir de cette blessure de rejet. Et puis c'est là qu'on comme je vous ai dit qu'on vérifie si la personne en face réagit différemment et si du coup c'était juste parce que il y a des choses qui s'induisent, des blessures qui se parlent, ou si vraiment on doit quitter la relation, parce que parfois effectivement ce sont des personnes ça peut être des PN, ça peut être des manipulateurs, etc. Et dans ce cas-là, c'est pas ok, parce que comme je vous ai dit, une blessure de rejet rejouée, ça fait perdre confiance en soi, ça fait perdre l'estime de soi. C'est pour ça aussi, les mécanismes quand on tombe sur des personnes toxiques, c'est que comme je vous ai dit, la blessure de rejet, elle est fortement liée à l'estime de soi et la confiance en soi. Donc un manipulateur, une manipulatrice qui va nous faire vivre du rejet, forcément va nous faire perdre au fil du temps confiance en nous, de l'estime de nous. Alors c'est vrai que je vais vous expliquer juste ce que je veux dire par estime de soi. C'est l'estime de soi, c'est comment on incarne nos valeurs, ce sont nos limites aussi dans nos valeurs. C'est-à-dire que à force, dans une relation toxique, comme nos limites elles sont pas entendues, nos valeurs ne sont pas entendues ou respectées, petit à petit, comme elle est là la dépendance affective, c'est qu'on va rester dans une relation dans laquelle finalement on nous fait rejouer une blessure de rejet. Voilà. Et ça, c'est la blessure de rejet inconsciente qui travaille. Donc c'est pour ça souvent qu'on dit que la dépendance affective, elle est souvent liée à une blessure d'abandon et une blessure de rejet. C'est parce qu'on les rejoue de cette façon-là, en donnant beaucoup de pouvoir aux autres par rapport à nous. Voilà. Et c'est pour ça que souvent, en fait, moi je parle souvent de se faire accompagner quand on a ces blessures-là, en tout cas très fortes et qui nous gênent. C'est parce que c'est super dur par exemple quand on a une blessure de rejet, de se sentir rassuré pour faire tous les premiers pas, pour aussi réaliser à quel point ça nous coûte si on fait pas ce travail-là. C'est hyper difficile, voilà, quand on est tout seul, qu'on a des schémas inconscients, même si des fois on en est conscient, mais de se forcer à changer, parce que derrière des fois quand on sort de ces peurs de rejet, il y a de la culpabilité. Ah mais qu'est-ce que j'ai dit? Ah mais comment ça va être pris? Ah mais j'aurais pas dû faire ça, ou j'aurais pas dû dire ça. Donc c'est très difficile. Voilà, c'est pour ça que souvent c'est pas mal d'avoir quelqu'un, un pro en face qui va nous rassurer, nous aider à nous valider nous-mêmes aussi. Moi de mon côté, j'ai fini pour l'exposé de ce que je voulais vous faire par rapport à la blessure de rejet. Je peux vous parler un peu plus longuement parce qu'en vérité j'aime bien être en direct avec vous. En fait, les deux blessures les plus importantes qu'on rejoue en dépendance affective, qu'on rejoue dans les couples, etc., dans nos relations, c'est vraiment la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Parce que les trois autres qui existent de blessures, elles sont reliées aux deux premières. C'est-à-dire que, par exemple, la blessure d'injustice,
C'est je vais faire justice moi-même, c'est on n'a pas le droit, c'est fortement lié en fait au rejet, puisque l'injustice c'est quand même le jugement aussi. Donc c'est lié au rejet. La blessure de trahison, ben c'est plutôt je vais mettre de côté mes besoins, je vais mettre de côté mes valeurs, je vais me laisser tomber ou l'autre m'a laissé tomber. L'autre m'a laissé tomber et c'est un peu complexe, mais souvent voilà, on rejoue ça, mais parce qu'on a une blessure d'abandon en fond. Quand on va, par exemple, chercher un partenaire ou trouver un partenaire qui nous trahit, ou y rester, ou alimenter, par exemple, ce genre de relation-là, c'est qu'on a une blessure d'abandon aussi en amont, par exemple. Rien du tout. Donc, je vous souhaite une belle soirée, et puis j'essaierai de vous faire un live prochainement. Voilà. À bientôt. Au revoir.